Avec Podcast Up, écoutez le monde du travail changer, en partenariat avec Duno. En philosophie, on considère que le travail est ce qui transforme la nature pour satisfaire les besoins de l'être humain. Le travail, c'est produire un effort et percevoir une rémunération en échange. Mais le travail, au quotidien, c'est se poser de nombreuses questions et tenter de trouver les réponses. Se poser des questions et essayer d'y répondre, c'est aussi ce que propose la philosophie. La philosophie peut-elle être un levier nous permettant de mieux appréhender la notion de travail aujourd'hui, au moment où la perception du travail évolue, se modifie, que ce soit une question générationnelle ou une question de circonstances, comme celle que l'on vient de vivre par exemple, avec la crise sanitaire qui a profondément accéléré notre façon de penser le travail. De tout cela, nous allons parler aujourd'hui avec Flora Bernard. Bonjour Flora. Bonjour Eric. Vous êtes la présidente de TAE, vous êtes aussi l'auteur de plusieurs ouvrages. Celui qui nous intéresse aujourd'hui pour ce podcast, c'est Manager avec les philosophes, publié aux éditions Duno. Vous vous définissez comme philosophe en entreprise. Comment un jour on fait le lien entre la philosophie et les entreprises? Ce lien, il a commencé en fait par une rencontre avec l'associée avec laquelle j'ai fondé TAE, Marion Genèvre. On s'est rencontrés il y a une dizaine d'années. Marion avait fait des études de philosophie. Moi, j'ai fait des études de sociologie et ça faisait 15 ans que je travaillais en entreprise et que je côtoyais des dirigeants qui se questionnaient sur le sujet du sens, de leur sens au travail et puis du sens qu'ils donnaient à leur entreprise. Quand on s'est rencontrés avec Marion, on s'est dit que pour aider les dirigeants, les équipes, les organisations à donner ou redonner du sens à ce qu'elles faisaient, la philosophie pratique pouvait être d'un excellent secours. Et donc aujourd'hui, ce que propose TAE, c'est d'aider des collectifs à penser, repenser les enjeux du travail en philosophant, c'est-à-dire en questionnant ce qu'ils peuvent prendre pour évident, en dialoguant, en conceptualisant, c'est-à-dire en réinterrogeant le sens des mots qu'ils utilisent parfois tous les jours sans trop plus savoir ce qu'ils veulent dire. On pourrait séparer notre approche en deux parties. Il y a d'abord toujours un apport de contenu, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de philosophes qui ont travaillé, alors peut-être pas toujours directement sur les enjeux du travail, et ça notre métier, c'est de faire ce lien entre la pensée de certains philosophes et les enjeux du travail. Par exemple, Bergson, que je mentionne donc dans le livre Manager avec les philosophes sur l'intuition, n'a pas parlé d'intuition dans le monde du travail. Mais c'est notre rôle d'aller prendre et d'aller se nourrir de tout ce que Henri Bergson a dit de l'intuition et de faire le lien avec le monde du travail et les enjeux du travail aujourd'hui en fait. Donc il y a toujours donc cet apport de contenu d'une part, et puis deuxièmement, c'est très important pour nous que ce soit chacun qui s'approprie ces concepts, ces idées, et puis ensuite qu'ils les poursuivent en pensant le sujet par soi-même. Philosopher, c'est penser par soi-même. Donc, c'est évidemment s'inspirer de la pensée des autres, mais après, c'est s'approprier cette pensée pour se dire, OK, qu'est-ce qu'elle peut m'apporter à moi? Comment est-ce qu'elle peut inspirer ma propre pratique? Et puis ensuite, philosopher, c'est penser ensemble. Et c'est pour ça que nous, on anime toujours des ateliers en collectif. Et notre métier, c'est aussi de faire penser ensemble un groupe de personnes autour d'un enjeu qui les concerne. Vous animez des ateliers, c'est-à-dire vous allez en entreprise, ce sont des choses que vous proposez aux entreprises, et comment ça se passe, une animation d'atelier? Absolument, ces ateliers, on les propose aux entreprises. Comment ça se passe? En général, un atelier se déroule sur une demi-journée. Ça peut être aussi une journée. Dans ce cas-là, on fait des choses un peu différentes, mais mettons sur une demi-journée. Il y a toujours donc un moment de conférence, un apport de contenu qui permet de prendre de la distance par rapport à son acception habituelle du concept en question. Prenons la confiance, par exemple. On va donc faire commencer par une conférence sur la confiance et on va inviter chacun à voyager en quelque sorte à travers les principaux gestes de la philosophie pratique que sont le questionnement, le dialogue et l'argumentation et la conceptualisation. Voilà, donc on va demander à chacun de rédiger une question sur le sujet. Questionner, c'est mettre en route la pensée, c'est se demander qu'est-ce qui nous interpelle dans ce sujet. Et puis on va animer un dialogue où on va inviter chacun à se positionner, à essayer d'avoir une saine confrontation d'idées. Je pense qu'il faut qu'on réapprenne l'esprit critique et non l'esprit de critique, vraiment l'esprit critique, c'est-à-dire la capacité à ne pas être d'accord pour aller au-delà et justement construire une pensée partagée. Et puis on termine par une redéfinition du mot, du concept qu'on aborde. Donc là, ce serait une redéfinition de la confiance avec l'idée que
nos concepts ont des implications pratiques. C'est-à-dire que la définition que je vais donner de la confiance, de la performance ou encore de l'empowerment, puisque c'est un mot sur lequel je suis sollicitée souvent en ce moment. Donc notre conception, notre définition de ces mots-là impacte ma manière d'être, ma manière d'agir. Selon la définition que je vais avoir de la confiance, je vais pas la donner ni la recevoir de la même manière. Et donc c'est important de pouvoir redéfinir le sens des mots. Une des manières d'intervenir, c'est les ateliers, ce qu'on appelle de respiration philosophique, c'est-à-dire de permettre à un collectif de s'extraire du monde opérationnel et organisationnel du quotidien pour pouvoir revisiter sa manière de travailler ensemble. Ça peut prendre la forme d'un atelier ponctuel ou là de plus en plus d'un programme d'atelier. Donc par exemple, un groupe de personnes se retrouve une fois par mois pendant 6 mois. Et là, qu'est-ce que ça fait ? Alors d'abord, ça fait du bien, je pense, parce que penser, c'est quand même quelque chose qu'on partage, que l'humanité entière partage. En fait, c'est pas vrai qu'il y a des gens qui n'aiment pas penser. Il y a des gens qui sont plus intellectuels que d'autres, ça d'accord. Mais tout le monde aime se poser des questions existentielles, parce que le travail, il y a une dimension existentielle au travail. On y passe beaucoup de temps et on donne beaucoup de soi. Et donc, je pense que ça nourrit un besoin humain de réfléchir ensemble. Donc ça, c'est un premier point. Et puis deuxièmement, et en particulier dans le cadre de programmes suivis où on revient régulièrement discuter ensemble, eh bien, ça permet aussi de changer la manière de se parler et de s'écouter en dehors des ateliers. Vous voyez, il y a une dynamique qui se crée au sein des équipes, évidemment pendant l'atelier, mais aussi en dehors, puisque on prête attention à la suspension de jugement, on nourrit l'esprit critique, voilà, on travaille aussi toutes ces compétences philosophiques qui me semblent être absolument essentielles dans le monde du travail. Après, on peut avoir, si j'anime une journée entière sur le sujet de la responsabilité sociale, par exemple, eh bien là, l'apport, en quelque sorte, ça va être d'orienter sa manière d'agir de manière concrète, c'est-à-dire que si on passe une journée, on va faire un atelier le matin, puis l'après-midi, on va essayer de travailler plus concrètement sur la manière dont le dialogue philosophique peut inspirer la pratique au quotidien. Avez-vous, Flora, des exemples à nous donner de rencontres que vous avez provoquées entre écrits de philosophes et dirigeants d'entreprise ? Je suis partie de l'idée que si je suis manager en entreprise, enfin manager, dirigeant, collaborateur, enfin si je travaille, c'est compliqué pour moi d'avoir le temps, la disposition d'esprit de me mettre à lire Spinoza, Bergson ou Hannah Arendt. Ce que j'ai voulu faire, c'est reprendre 6 philosophes que moi je trouvais passionnants et que je trouvais éclairants pour le monde du travail, et puis faire ce lien entre leurs pensées et un enjeu dans le monde du travail. J'ai pris par exemple Henri Bergson, et Henri Bergson a travaillé autour de l'intuition. J'avais autour de moi quelqu'un, un entrepreneur, pour qui l'intuition était extrêmement importante dans sa manière d'agir, de travailler, de décider. Et donc, en fait, je lui ai donné des textes de Bergson dont il a pu s'inspirer. Puis, en fait, on a eu des conversations autour de la pensée de Bergson et de la manière dont lui, il arrivait à le relier à sa propre pratique. C'est ça, cette rencontre, elle s'est passée comme ça. Avec Hannah Arendt, par exemple, qui est une autre philosophe que j'ai choisie, je l'ai fait rencontrer avec quelqu'un qui connaissait déjà très bien Hannah Arendt, qui l'avait lu, qui en était déjà beaucoup inspiré. Et donc là, on va dire que la rencontre était tout à fait évidente. Pour Krishnamurti, par exemple, je l'ai fait rencontrer avec une personne qui ne le connaissait pas, qui connaissait pas les écrits de Krishnamurti. Donc là, pareil, je lui ai fait lire un certain nombre d'écrits, parce que connaissant cette personne, je me suis dit que ça pouvait être quelqu'un qui l'intéressait. Et donc, on a fait ce lien comme ça, à travers, en effet, des conversations. Krishnamurti lui a parlé. Et donc, voilà, si Krishnamurti lui avait pas parlé, évidemment, je les aurais pas mis ensemble. Donc voilà, moi, j'ai fait un travail de rencontre, en effet, entre des écrits de certains philosophes et puis ce que je pouvais connaître des personnes que j'ai interviewées pour ce livre. Prendre conscience de ses émotions et de les comprendre avec Spinoza, je pense que ça concerne tout le monde. Alors évidemment, Spinoza a écrit sur des choses beaucoup plus larges que les émotions. Moi, j'ai choisi cette porte d'entrée-là, j'aurais pu en choisir une autre, mais parce que j'estimais que le sujet des émotions était quelque chose d'important dans le monde du travail. Cultiver l'observation intérieure avec Krishnamurti, là aussi, ça concerne tout le monde. Et alors après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai évidemment donné des exemples pratiques sur ce qui pouvait se passer dans
une situation de travail. J'ai évidemment pris Épictète. Je dis évidemment parce que je suis très inspirée par la philosophie stoïcienne et Épictète est un philosophe stoïcien que je trouve très intéressant, en particulier dans des situations de crise comme les nôtres aujourd'hui. Et donc avec Épictète, on va distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Et puis avec Socrate, on va pratiquer le dialogue. Avec Hannah Arendt, on va questionner la finalité de notre travail. Et puis avec Bergson, on va se relier à notre intuition. Est-ce qu'on peut lier cette thématique de philosophie au travail avec les nouveaux usages aujourd'hui du travail? Notre monde est en train de changer à ce niveau-là. On l'a vu, la crise pandémique a accéléré les choses. Vous parlez de quoi exactement? Des manières de travailler à distance, en présence, hybride, digital, etc. C'est ça? Exactement. Il y a ça, il y a toute la partie RSE aussi qui est importante. Est-ce que la philosophie, justement, fait partie de ce processus, en fait? En fait, philosopher, c'est s'interroger sur pourquoi on fait ce qu'on fait. Prenons l'exemple du télétravail, du travail hybride, de la présence, de la distance. La visio, le digital et autres a bien évidemment des avantages tout à fait pratiques. Mais je pense que c'est extrêmement important de se demander pourquoi on fait ce qu'on fait, à quelle finalité on utilise la visio, et peut-être que c'est très pratique dans certains cas, et dans certains cas non. Moi, j'ai beaucoup de clients qui s'interrogent sur la possibilité de continuer à animer et à faire corps ensemble alors qu'on est tous à distance. Et donc, évidemment, la distance, elle vient interroger la relation. Est-ce qu'il est possible d'être en relation à distance? Oui, je pense qu'il est possible d'être en relation à distance, on l'a vécu. Mais qu'est-ce que la distance permet? Qu'est-ce que la distance enlève? Voilà, la philosophie, elle va nous aider à nous interroger, à nous poser toutes ces questions. Les deux sens de la vision et de l'ouïe ont été sursollicités, et tous les autres sens, donc ce sont les sens de la distance, la vision et l'ouïe, et puis tous les sens de la proximité, c'est-à-dire le toucher, le goût, l'odorat, tout ça, ça nous est enlevé en fait quand on est à distance. Qu'est-ce qui se passe quand on n'a plus accès à ces sens quand on travaille ensemble? Vous voyez, voilà, la philosophie, elle va aller creuser pour nous permettre de regarder le problème, la problématique, sous un autre angle et orienter l'action. C'est-à-dire que pour certaines choses, la visio est très bien, et puis pour d'autres, eh bien, ça continue d'être extrêmement important de se voir, d'être ensemble. Et je parle pas juste de l'aspect informel des conversations qui peuvent avoir lieu quand on se voit. Je parle aussi vraiment de faire équipe, faire corps ensemble. Il y a quand même parmi les jeunes personnes en ce moment un grand questionnement sur le sens au travail, pourquoi on y dédie tant de temps. Enfin, on peut le voir dans les conversations que j'ai autour de moi dans tout secteur. Alors, il y a un lien certainement avec les enjeux sociétaux, les responsabilités sociales de l'entreprise, mais je pense qu'il y a aussi un lien avec la manière de travailler. Est-ce qu'on a envie de continuer à travailler avec une entreprise où on ne se voit plus, en fait? Pour terminer, Flora, finalement, quand on regarde toutes ces réflexions de philosophes qui ne sont pas contemporains, on l'a dit, mais que vous arrivez à relier finalement à ce qui est le travail aujourd'hui, finalement, la philosophie, c'est quelque chose qui est hors du temps et qui permet de mieux se comprendre, quelle que soit la période à laquelle nous appartenons. Oui, c'est pour ça que des philosophes qui ont écrit il y a plus de 2000 ans peuvent continuer à nous inspirer aujourd'hui. Évidemment que chacun écrit dans un certain contexte. Thomas Hobbes, qui écrit L'homme est un loup pour l'homme, qui parle des questions de pouvoir au sein de la société. Lui, il écrit dans une Angleterre qui est extrêmement violente. Voilà, c'est intéressant de comprendre le contexte dans lequel un philosophe écrit et de qui est-ce qu'il s'est nourri. Donc ça, c'est toute l'histoire de la philosophie qui est évidemment passionnante. Mais en dehors de ça, je pense que les philosophes traitent de sujets intemporels, comme le pouvoir, la justice. Les questions sont les mêmes, on se pose toujours les mêmes questions en fait en réalité. Alors évidemment, sur tout ce qui va concerner la technologie et l'intelligence artificielle et autres, peut-être que les questions sont différentes parce que là, pour le coup, ces questions-là ne se posaient pas, ou se posaient moins, ou se posaient différemment, en tout cas il y a 2000 ans. Mais les grandes questions sur l'amour, la justice, la liberté, l'engagement, je pense que les philosophes ont encore à nous apprendre aujourd'hui de ces sujets parce qu'on est des êtres humains et qu'en fait, on est un peu toujours les mêmes depuis 2000 ans. Pour terminer, Flora, suivant la tradition du podcast Up, pouvez-vous nous donner l'adresse d'un restaurant que vous affectionnez tout particulièrement sur Paris, puisque c'est à Paris que vous vivez? Le Jourdain. Il se situe dans le 20e. C'est un petit lieu convivial de quartier où on mange très bien.
Voilà, et moi j'aime bien à la fois bien manger et être dans un environnement convivial. Et le bien manger, en philosophie, ça se traduit comment ? Je sais pas ce que ça veut dire bien manger en philosophie, mais bien manger, c'est être surpris par des associations de mets inédites, et ça on trouve ça dans le jour au Jourdain. C'est un peu sous forme de tapas en fait, donc on peut goûter aussi à pas mal de petites choses qu'en général on partage. Et j'aime bien aussi cette idée de partager des mets, de goûter, de se laisser surprendre. C'est une jolie conclusion en tout cas. Merci beaucoup, Flora. Merci beaucoup, Eric. Fin de cet épisode de Podcast Up. Retrouvez tous les autres numéros sur les sites de Up et duno.com, Apple Podcast, SoundCloud, Spotify, Deezer, YouTube et les autres. On se retrouve chaque dernier lundi du mois pour un nouvel invité.